Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, il faut que j'annonce d'abord et avant tout que ceci n'est pas le dernier cours, mais bien l'avant-dernier, 8 sur 9. Il y a eu une hésitation sur le site et à l'accueil. Nous nous retrouvons encore une fois, heureusement, pour moi en tout cas, la semaine prochaine. Et aujourd'hui est donc l'avant-dernière séance. On y va. 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, avec comme sujet pour aujourd'hui, comme bloc de travail pour aujourd'hui, un chapitre intitulé « Le temps des musées » et vous verrez tout à l'heure, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi ce titre. Nous sommes ensemble déjà depuis presque 2 mois. Nous avons d'abord, nous sommes partis de Paris, nous sommes partis du choc, du traumatisme, du moment violent qu'a représenté, du point de vue français, le démantèlement du Louvre en 1815. Nous sommes interrogés sur la terminologie, prendre, reprendre, restituer, rapporter, etc. Nous avons réfléchi à la notion d'universel à Paris, juste avant le démantèlement du Louvre, quand toute l'Europe était ici, comment ce moment triste avait été lié à la question de l'universalité des musées et l'idée d'une pluralité d'universels possibles. Puis nous nous sommes consacrés à des questions de droit. Nous avons vu que le droit jouait un rôle à la fois central et périphérique dans cette affaire, puisque la restitution de 1815 n'est pas mentionnée dans les traités de ces années, dans les traités importants, ce qui a donné une longue juridiction, une réflexion sur la légitimité des reprises de 1815. On y reviendra la semaine prochaine. Et puis, dans la séance du milieu, elle est bien au milieu, nous avons quitté Paris et nous avons suivi les œuvres dans leur ville d'origine et nous avons constaté dans le chapitre qui s'intitulait « À qui rendre » que pendant l'absence des œuvres, de nouveaux concepts patrimoniaux, de nouvelles frontières, de nouveaux souverains ou de nouvelles structures d'accueil s'étaient formées qui rendaient le retour compliqué, difficile. Ce n'était pas une simple relocation, mais on était face à des translocations, et c'est là que sont intervenus les 2 termes cardinaux pour toute la réflexion sur cette question. L'intertemporalité, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du départ et le moment de l'arrivée, et l'idée de translocation, qui est la transformation que subissent les objets pendant leur absence et au moment de leur retour, et les couches d'essence, les couches de sens, de signification, qui s'ajoutent sur elles, parce qu'elles sont transformées en trophées, parce qu'elles sont reprises, parce qu'elles ont changé de statut scientifique, etc. C'était le cours du milieu, c'était le plus important, et c'est celui qui nous a amené lentement à ces concepts qui peuvent servir pour toutes les réflexions sur les restitutions en général. Et puis, nous avons constaté donc que les objets étaient transformés, qu'ils étaient du coup, à cause de ces transformations, repris de manière très différente selon les contextes où ils rentraient, les contextes politiques, géopolitiques et institutionnels. Et nous voilà arrivés enfin au temps des musées, qui est notre sujet d'aujourd'hui, et qui consiste à dire, dans l'ensemble que nous avons ici, que le musée, au moment du retour, n'est qu'une option possible sur d'autres options dont nous avons déjà fait connaissance. Nous avons vu des objets qui retournaient dans leur contexte urbain, comme les chevaux de l'église Saint-Marc à Venise. Nous avons vu des objets comme notre momie qui retournait elle aussi dans son lieu d'origine, mais nous avons vu, dans le cas de la Belgique, par exemple, des pièces qui étaient sorties d'églises et qui sont mises dans des musées, etc. Et le musée, donc, dans tout cet ensemble, n'est qu'un modèle possible et un modèle extrêmement intéressant. Juste petite annonce pour la semaine prochaine. Pendant longtemps, on n'avait pas de titre pour la dernière séance. Elle s'intitulera, vous la voyez encore grisée, je l'activerai la semaine prochaine, elle s'intitulera « Non-retour » et on évoquera les pièces qui n'ont jamais été restituées et les conséquences que ça a eues pendant plusieurs décennies, même plusieurs siècles, et même parfois jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voilà au temps des musées avec cette composition du cours pour aujourd'hui. D'abord, une entrée en matière sur la transformation du paysage muséal dans notre intertemporalité. Qu'est-ce qui s'est passé pour les musées qui existaient déjà bien avant la Révolution française pendant ces 20 ans. Deuxième chapitre, le temps qu'il faut, et c'est là que j'expliquerai ce que veut dire ce temps des musées, cette expression le temps des musées. Et puis nous irons au final à Berlin en 1830. Vous voyez qu'on s'éloigne un petit peu de notre année à laquelle on colle depuis 8 semaines. Nous irons à Berlin en 1830 pour constater que c'est le moment de l'inauguration du musée, dont vous voyez la partie supérieure
on verra qu'il aura fallu 15 ans, à Berlin notamment, pour édifier un musée pour accueillir ces pièces. Et l'objet du jour, c'est donc cette gravure spectaculaire qui représente le musée de Berlin, le musée de Berlin qui existe toujours, aujourd'hui sous le nom de Altes Museum. Il se trouve au centre de Berlin, sur l'île des musées. Il s'appelait à l'époque Museum, tout court, puisque c'est le premier musée public en Prusse, contrairement à la Bavière et à d'autres États allemands, à l'Autriche, à différentes régions, à différentes villes. Berlin n'avait pas encore de musée public. Ce qui m'intéresse considérablement sur cette gravure, c'est d'abord qu'elle suggère qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Je pense que même aujourd'hui, on ne voit jamais autant de monde devant ce musée. C'est donc une manière de dire que ce nouveau bâtiment dans la ville de Berlin autour de 1830, et c'est ce que suggère la gravure, ce nouveau bâtiment attire les foules. C'est devenu un aimant, non seulement pour les Berlinois, nous dit cette gravure, qui transmet donc ce message publicitaire en quelque sorte, mais c'est devenu aussi un aimant pour les étrangers. On y reviendra tout à l'heure. Et l'autre élément qui est extrêmement intéressant, outre le fait que cette façade spectaculaire sur laquelle on reviendra, cette architecture de musée construit pour être un musée, contrairement par exemple au Louvre, qui n'a jamais été construit pour être un musée, cette architecture très spéciale est le résultat de longues réflexions, donc, et on la voit ici très bien représentée sur cette gravure, et par ailleurs, très importante ici, l'inscription qu'on peut lire aujourd'hui encore, elle est coupée malheureusement ici sur la gauche, mais elle indique que Frédéric Guillaume III, le roi de Prusse, donc vous voyez ici encore le 3 sur la gauche, Frédéric Guillaume III a fait don de ce musée en 1828 pour l'étude de l'Antiquité sous toutes ses formes et de tous les arts libéraux. Et on a la date ici bien imprimée. Donc on est en 1828, le bâtiment est achevé en 1828, l'ouverture au public se fait autour de 1830-1831. Très intéressant ici pour nous et pour tout le sujet qui nous occupe et pour la séance d'aujourd'hui, c'est que le roi a fait don de ce musée. C'est donc un musée public mais royal. Alors pour nous Français, un musée royal mais public, c'est compliqué. On pense toujours que c'est soit public, soit souverain, mais non, dans d'autres contextes européens, c'est extrêmement possible, on l'avait déjà vu au XVIIIe siècle, que le souverain ouvre ses collections au public. Donc le musée public n'est pas une invention du tout de la Révolution française, et ici on voit un geste d'un souverain qui offre un musée à sa ville et à l'Europe, et surtout aux arts, sous toutes ses formes, sans restriction. L'universalisme ici, on n'est pas dans la logique du grand musée universel, mais on est dans la logique d'un musée qui permet d'étudier toutes les formes d'art. C'est peut-être ici qu'on retrouverait cet universalisme. Alors, ça y est, on y va, on fonce. Musée d'Europe, avant, après. Je reprends une carte que nous avons déjà vue ensemble, qui est la carte des types de lieux, de la typologie des lieux d'où étaient venues nos pièces. Vous vous souvenez que nous avons un très grand nombre de pièces arrivées pendant la Révolution et l'Empire qui étaient tirées d'établissements religieux, et en particulier, bien sûr, en Italie et dans la région rhénane et à Danzig, des familles privées comme en Espagne, et puis quelques musées qui ont subi, qui existaient déjà bien avant la Révolution française, des musées généralement publics, qui ont subi donc les appétits, les conquêtes artistiques, comme on les appelle encore parfois en France, qui ont subi donc ce grand appétit et ce désir de centralisation à Paris des arts européens. Et il s'agissait d'un assez grand nombre de musées. Et ce sont eux et de quelques lieux comme à Berlin, qui était le château, puisque des villes comme Berlin, comme je viens de le rappeler, n'avaient pas de musée. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc, c'est principalement ces musées, leur sort, ce qui est arrivé d'eux pendant l'absence des œuvres, et accessoirement ensuite le retour des œuvres, particulièrement à Berlin. Alors, on l'avait déjà évoqué, je vous ai aussi déjà montré ce slide, mais je le reprends. Dans la plupart des cas, dans un assez important nombre de cas, c'est difficile à chiffrer tout ça. On est face à des centaines d'œuvres d'art. Si on pense seulement à l'espace allemand et seulement aux tableaux, on a 1 millier de tableaux qui arrivent seulement en 1806-1807 de Kassel, Berlin, Potsdam, Vienne, etc., à Paris. On est donc dans des ordres de grandeur
extrême avec les œuvres italiennes et les autres. On est sans doute, pour ce qui concerne seulement les tableaux, à peu près dans l'ordre d'un ou plusieurs milliers de tableaux. Dans un certain nombre de cas, et en particulier pour toutes les œuvres qui étaient déjà extrêmement connues, déjà extrêmement mises en scène et dont les musées étaient déjà extrêmement célèbres en Europe, les pièces retournent à leur endroit d'origine. C'est le cas du groupe de l'Apollon du Belvédère qui retourne dans la cour du Belvédère à Rome, que vous voyez ici, donc d'où il avait été enlevé en 1796 et qui y retourne très vite dès son arrivée en 1816, ou le groupe du Laocoon, qui reprend également sa place initiale. Dans ces cas-là, on peut dire que les objets ont changé de statut d'une certaine manière, mais que leur retour, la restitution, est une simple relocation. La relocation, ce serait le minimum qui peut arriver. On remet une pièce à l'endroit où elle était et sa vie d'œuvre de musée continue. C'est le cas le plus simple. On le trouve donc pour ce qui concerne une partie des collections vaticanes en 1816, mais pas toutes, nous y reviendrons. On trouve ce cas, on l'avait vu aussi déjà pour la Vénus Médicis, qui retrouve sa place dans la tribune des offices. Mais aussi dans l'espace allemand, on trouve un nombre important de pièces, notamment les antiquités du musée Friderizianum de Kassel, qui est le lieu où aujourd'hui encore a lieu la célèbre foire d'art contemporain, la Documenta. Ça a lieu dans ce bâtiment, qui est le premier, on l'appelle un incunable de la construction des musées en Europe. C'est le premier musée en Europe qui a été construit pour être un musée. C'était en 1779. Donc il a déjà une architecture de musée qui est souvent, à ce moment-là de l'histoire en Europe et aux États-Unis beaucoup plus tard, une architecture de temple, le temple des arts. Et ici, donc, reviennent les antiques et les pièces que Dominique Vivant-Denon, notamment le célèbre Apollon de Cassel, reviennent aussi dans leur collection. C'est le cas à la Gemäldegalerie de Vienne, la galerie de tableaux de Vienne, qui avait déménagé en 1785, donc quelques 2 décennies seulement avant l'arrivée des Français. Elle s'était installée dans la partie supérieure du Belvédère, des grands jardins du Belvédère à Vienne, qui était donc pas construit pour être un musée, mais qui était un château, un palais royal de la monarchie autrichienne, qui s'était retiré de ce château, qui avait déménagé, qui avait laissé place à un musée qui avait été ouvert au public en 1785. Et ici aussi, Dominique Vivant-Denon avait tout vidé, à peu près 300 tableaux. Et là encore, ces tableaux, dont cette Assomption de la Vierge de Rubens, reviennent en place et le musée, progressivement, rouvre ses portes. Ça, ce sont les cas faciles. Il y a des cas plus difficiles, plus douloureux, où pendant les guerres d'occupation française, pendant les 20 années que dure notamment en Allemagne le royaume de Westphalie, vous savez, dirigé par un des frères de Napoléon Bonaparte, le roi Louis, König Lustig. Donc dans ces régions-là, les musées, donc, qui étaient sous domination française, parfois, les musées ont été en mauvaise forme. Ils étaient vides d'abord, puisque leurs tableaux avaient été emportés, et dans le cas particulier du musée de Brunswick, qui était en fait dans un château, dans un palais de plaisance à côté de Brunswick qui s'appelle Salzstallum et qui avait été construit avec une galerie de peinture que vous voyez ici dès le tout début du XVIIIe siècle. C'est une des premières galeries, on est en 1701. Vous la voyez, bon, j'ai essayé d'améliorer la qualité de l'image en mettant un peu de couleur d'une part et en vous donnant un autre plan qui nous montre ici en haut des grosses galeries. Vous voyez qu'à cette époque, on reconnaît à la qualité du plan, à son design en quelque sorte, qu'on est très tôt dans le XVIIIe siècle. Et cette grosse galerie, ici, était la galerie de tableaux qui a été vidée par Vivant-Denon. Eh bien, tout cet ensemble-là, ce château-là, va être en fait démoli pendant la période française en 1812, donc 5 années après avoir été en quelque sorte d'abord vidé de ses tableaux, puis géré par l'occupant français. À ce moment-là, donc le château va être laissé à l'abandon, et comme il s'agit de construction de très tôt dans le XVIIIe siècle, souvent en bois, il se délabre et on va finir par je cherche le mot depuis tout à l'heure, c'est pas l'arracher, le raser. Il va être rasé.
il va être rasé, et donc au retour des tableaux, la question qui se pose, c'est que faire de ces tableaux? Ces tableaux avaient été collectionnés pour être dans cette galerie, ils avaient été dans cette galerie pendant presque un siècle, jusqu'à l'arrivée de Vivant Denon. Que fait-on de ce type de tableaux lorsqu'ils reviennent? Et dans de nombreux cas, il faut plusieurs décennies, comme dans le cas de Brunswick, jusqu'en 1880, pour qu'un nouveau musée, un nouveau concept, les financements, surtout qu'après cette période de guerre, souvent les financements manquent. À certains endroits, les tableaux reviennent, enfin ils reviennent en général sans cadre, ils ont été désencadrés pour leur retour, et puis les financements manquent pour refaire des cadres. Donc parfois ces tableaux, c'est le cas à Schwerin ou dans la collection des tableaux de Cassel, restent pendant plusieurs années sans cadre en attendant que le financement soit là. Mais le record de durée pour le remontrage, disons, de ces tableaux, c'est sans doute Brunswick, avec une construction seulement tardive dans les années 1880. Un autre cas de figure, donc ça c'était le cas de figure du musée disparu, du musée rasé. Car les musées meurent aussi. L'autre cas de figure, c'est celui de musées dont on considère au retour des pièces qu'ils sont devenus trop petits, trop mesquins, trop au XVIIIe siècle, pas assez musée-nation, patrimoine, pour reprendre l'expression de Dominique Poulot. Ils ne sont pas capable d'affirmer la puissance du souverain, comme a pu le faire le musée Napoléon avec son musée Napoléon. Donc là, c'est le cas à Munich, jusqu'aux spoliations napoléoniennes, ou d'ailleurs même pas, c'est avant Napoléon, puisqu'ici les conquêtes artistiques ont eu lieu en 1800-1801, avant l'Empire. Le musée public de Munich, public depuis 1785, était situé ici dans la Hofgarten, dans le jardin de la cour des électeurs de Bavière. C'était cette grande galerie ici, qui existe encore aujourd'hui, vous la voyez sur une meilleure illustration dans son état actuel. Donc les tableaux étaient au premier étage ici, mais on considère au retour des œuvres que ça ne suffit plus, qu'on ne peut plus qu'on ne peut plus avoir, quand on est une grande puissance comme la Bavière, on ne peut plus mettre ces œuvres d'art dans une petite galerie comme celle-là, et que d'ailleurs le nombre d'œuvres d'art ne suffit pas, qu'il va falloir créer un vrai grand musée national, entre guillemets, pour représenter la Bavière. Donc, disons pour les musées, 3 cas de figure. L'un qui est le cas le plus fréquent, le musée existe, il n'a pas trop souffert pendant l'absence des œuvres et les œuvres reprennent leur place, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le musée a disparu, comme à Salzstallum près de Brunswick. Troisième cas de figure, les œuvres reviennent, mais le musée est considéré comme trop petit, trop mesquin, trop anachronique. On peut faire donc en quelque sorte une typologie. Premier cas, ça concerne la plupart des musées que j'ai évoqués à l'instant, le cas des musées maintenus. Second cas, les musées, c'est le troisième que j'ai évoqué à l'instant, le cas des musées devenus trop petits. Et puis, à Brunswick, le cas des musées disparus, auquel s'ajoute le cas de Berlin, par exemple, où les pièces, on l'a évoqué beaucoup la semaine dernière, avaient été prises dans le château royal, elles avaient été prises au roi de Prusse. C'est là que Dominique Vivant Denon et ses acolytes, enfin en fait, il travaillait plutôt tout seul, avaient fait ses choix, soit au musée, soit au château, soit dans les villes où avaient été évacuées les œuvres, donc du côté de Custrin, où Vivant Denon était allé chercher les œuvres mises à l'abri par les Prussiens à son arrivée. Et là, la question qui se pose, c'est une question. Évidemment, le château existe toujours, on pourrait très bien remettre les œuvres dans ce château, mais c'est une question maintenant d'opinion publique, de pression de l'opinion publique et de la bourgeoisie qui considère qu'il n'est pas bon, après avoir donné une telle visibilité à ces œuvres à Paris, qu'elles retournent dans le château. On va y revenir tout à l'heure. Alors, second volet, le temps qu'il faut. Ce que je veux dire par là, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que dans ces moments de retour, lorsque les musées ne sont plus considérés comme capables d'accueillir les œuvres, ou dans les cas où il n'y a pas eu de musée, parfois cela peut durer très longtemps jusqu'à ce que se mette en place une réflexion. J'ai pris 2 exemples ici pour ce volet. Un cas où ça va extrêmement vite, c'est le cas des collections Vaticanes, et on verra pourquoi. Et un cas où ça va extrêmement lentement, qui est le cas de Berlin, qu'on approfondira ensuite. Vous voyez ici Antonio Canova, le commissaire du pape, qui a été envoyé en 1815 pour récupérer les pièces saisies, et c'est l'exception d'ailleurs qui confirme la règle, dont la saisie par la France a été fixée par le traité de Tolentino. Il est à Paris en 1815,
à la fin de l'année 1815, et dès ce moment-là, il commence à faire une sorte de travail de lobby auprès du Vatican, et en particulier du cardinal Consalvi, pour lui expliquer que quand ces œuvres vont revenir, il faut qu'elles soient conservées aussi bien qu'à Paris, désormais, et qu'on n'arrête pas de lui dire à Paris que de toute façon, le pape ne sait pas bien conserver ses œuvres. Il écrit, par exemple, dès le 16 septembre 1815, à Consalvi, I quadri dei maestri del passato erano a Roma, et la citation commence ici, donc les tableaux des maîtres du passé à Rome étaient mal tenuti, coperti di fumo e di polvere in luoghi alti e disadatti, donc ils étaient mal tenus, couverts de fumée et de poussière dans des lieux vieux et mal adaptés, con lume per lo più contrario, avec lume, la lumière, un éclairage qui est mal approprié, et dei loro bon. Et ensuite, en tout cas, il compare la situation ancienne, donc la situation où étaient les tableaux, qui est évidemment comment dire, c'est un texte stratégique. Il veut qu'à Rome, on commence déjà à s'activer pour réfléchir à une autre solution. Il compare donc avec la situation à Paris, où les mêmes tableaux sont ordinati secondo le rispettive scuole, sont bien ordonnés selon leurs écoles respectives, in apposita galleria, donc dans un endroit comme il faut, où les artistes de toutes les nations, di ogni nazione, peuvent les étudier, etc. Donc elles ne sont pas seulement bien disposées, elles ont aussi une bonne lumière, et elles peuvent être admirées et copiées par qui veut. C'est intéressant de voir ici que Canova considère que la lumière du Louvre est très bonne, et voilà, parce que si on lit les récits de voyageurs des années 1800-1815, ils se plaignent presque tous du mauvais éclairage du Louvre et des pièces au Louvre, et disent qu'ils étaient bien mieux ailleurs. Enfin, voilà. Donc on voit bien que c'est un texte ici stratégique, et qu'il s'agit pour Canova de dire dès à présent, en septembre, il n'a pas encore récupéré les œuvres, il vient d'arriver, mais il commence déjà à faire ce travail d'insistance pour que les pièces ne retournent pas dans leurs conditions initiales, qui étaient soit celles, quelques œuvres qui étaient dans les collections du Vatican, les tableaux, on parle de tableaux ici, soit aussi dans les églises appartenant au pape. Donc ici, on voit, j'ai déjà montré ce slide aussi, on voit comment, au début de l'année 1816, au retour des tableaux, ce qu'on vient de voir, ce que cette église vient de voir passer sous son nez, c'est la transfiguration de Raphaël, je vous le refais, pour ceux qui auraient été pas attentifs. Donc ça, c'est le lieu d'origine, San Pietro in Montario à Rome, le lieu d'origine où était la transfiguration de Raphaël, le tableau qui a acquis la plus grande notoriété, qui était déjà très connu, mais qui a acquis la plus immense notoriété pendant son séjour à Paris. Et en 1816, il est décidé que non, il ne sera pas remis ici, mais qu'il ira dans les collections du Vatican. Et j'avais montré, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, ce genre de tableau où on voit que se met en place toute une réflexion très rapide, extrêmement rapide, à Rome sur le lieu de destination finale des objets qu'on récupère. Donc il s'agit des œuvres qui sont récupérate et qui vont arriver à Paris, et qui ont été récupérées et qui vont arriver à Rome, et elles sont la propriété des États ecclésiastiques, mais on va voir où il faut qu'elles aillent à la fin. Voilà. Donc ici, vous voyez des pièces comme un tableau du Caravage, Il Cristo alla tomba, qui était dans la Chiesa Nuova à Rome, et l'observation, c'est ici, da combinarsi l'acquisto, on va l'acheter pour le récupérer pour le Vatican. Alors parfois ça appartient au gouvernement, parfois ça appartenait déjà au Vatican, et parfois il faut les acheter. Donc toute une réflexion se met en place avec comme idée de créer un nouveau musée au Vatican, ou un nouvel endroit, ça continue comme ça très loin. Parfois pour les pièces jugées moins intéressantes, il y a écrit « può restituirsi », on peut les rendre, « può restare in Roma in compenso delle spese », mais c'est assez rare pour restituir. Si on voit qu'il y a un tri en fait entre les tableaux jugés très importants et ceux jugés moins importants, et que les plus importants vont aller donc à la Pinacothèque Vaticane,
et je m'appuie pour la suite sur cet excellent article d'une collègue Scarbozza, publié en 2006 dans ce bulletin sur les galeries pontificales. Donc, ce qui va se passer, et ce que nous dit cette étude, c'est que, d'abord, très vite, vous voyez, dès le 21 février 1816, juste après les avoir vus, le pape, Pie VII, après avoir vu donc les œuvres rapatriées, considère qu'il faut très rapidement les mettre dans une pinacothèque publique dans les 6 salles de l'appartement Borgia au Vatican. Et puis elle indique une figure 8 ici que je vais vous montrer dans un instant. Donc dès le mois de février, les œuvres sont arrivées début janvier, dès le mois de février, le pape considère qu'il faut mettre ces œuvres dans une pinacothèque vaticane à créer. Il y avait déjà une sorte de collection de tableaux avant, mais qui n'était pas très bien mise en valeur. Et là, on va créer une pinacothèque vaticane dans les 6 pièces de l'appartement Borgia, c'est-à-dire dans le complexe de bâtiments du Vatican. Le lieu est déjà là, en quelque sorte. Ça appartient au Vatican et on va leur trouver une meilleure place. C'est ça l'option. Ce n'est pas une construction de musée, mais c'est la muséalisation de ce qui était des appartements. Et puis, nous dit aussi cette étude, in pochissime settimane, en quelques semaines seulement, dès le mois d'août 1816, quasi tutte le sculture classiche riconquistarono le passate ubiquazioni. Donc, les tableaux vont être mis dans cette pinacothèque et les statues de sculptures anciennes retrouvent leur ubiquazione, leur lieu primitif. Et c'est extrêmement intéressant de voir ici comment va s'arranger donc cet espace du Vatican pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui le grand complexe des musées du Vatican, avec d'une part la création pour le reste des antiques d'une aile confiée à un architecte qui s'appelle Raphaël Stern, qui s'appelle le Braccio Nuovo, qui s'appelle aujourd'hui encore comme ça, je vais vous montrer dans un instant une illustration, et d'autre part pour les tableaux, les 6 pièces ici de l'appartement, des appartements Borgia. Donc, ce qu'on peut dire dans ce cas où les choses vont très très vite, c'est que, d'abord, depuis longtemps, le Vatican, le pape, a une pratique de monstration au public de ses collections. Vous vous souvenez que le musée Pio Clementino, qui se trouve ici, avait été créé en 1771. Donc, on a l'habitude déjà au Vatican de montrer ces œuvres d'art. Cette pratique muséale existe déjà depuis longtemps, comme dans le reste de l'Italie, d'une part. Et d'autre part, on a les lieux. On a des lieux qu'il suffit il faut un peu bouger les espaces, mais on peut créer un musée dans des lieux déjà existants ou à réaménager, mais on n'est pas obligé de réinventer l'urbanisme, ou en tout cas, ce n'est pas l'option choisie ici de construire un nouveau musée. Ça, c'est le Braccio Nuovo, la nouvelle galerie donc créée ici, entre ces 2 ailes qui n'existaient pas auparavant, où vont être placées à la fois une partie des antiques qui reviennent, des antiquités, des statues antiques qui reviennent, et d'autres statues antiques qui étaient ailleurs dans les collections vaticanes. Et on dit à l'époque que désormais Rome est la seule ville d'Europe capable de présenter ses chefs-d'œuvre dans un hospizio degno di loro, dans un lieu digne d'elle. Donc l'idée de dignité des arts dans un musée qu'on avait déjà, ou ce terme qui avait aussi servi déjà aux Français pour dire, par exemple, aux Allemands « Ah là là, à Cassel, vos œuvres, elles ne sont pas dans un espace digne, on va les mettre dans un lieu digne d'elles ». Donc cette rhétorique du lieu digne pour les œuvres se continue ici, mais c'est Rome qui récupère la dignité, en quelque sorte. Et puis, par ailleurs, ces appartements, donc les 6 pièces de l'appartement, des appartements Borgia, vont servir à accueillir donc non seulement la transfiguration de Raphaël, qui sera désormais la pièce la plus importante dans la première salle et qui est considérée dans le catalogue de l'époque comme le premier tableau de l'univers. Ça y est, on avait, vous vous souvenez du plus beau musée de l'univers qui était le musée de Napoléon autour de 1806-1810. Ici, le premier tableau de l'univers revient dans ce musée et comment on pourrait dire, par transitivité, c'est aussi, on comprend que du coup, ce musée est aussi le plus beau, l'un des plus beaux, probablement, musées de l'univers. Donc cette logique toujours d'universalisme et de comparaison
avec la situation antécédente en France, d'une part, et d'autre part, l'idée d'études possibles. Vous voyez ici le rétable des décemvirs du Pérugin, qui a été, que la ville de Perugia voulait absolument récupérer, puisqu'il avait été peint donc, par un enfant de sa ville, pour sa ville, et qui représente les saints patrons de la ville. Donc Perugia argumente en 1786, en 1800, au début de l'année 1816, pour dire qu'elle veut absolument garder cette œuvre et récupérer cette œuvre qui était de publicité publique, de publica proprietà, de propriété publique, et qui en plus représente ses saints protecteurs. Mais la réponse est tranchée. Non, cette pièce est insérée maintenant entre les œuvres, parmi les œuvres de la Pinacothèque Vaticane, di un merito singolare di autori classici e necessari per la collezione della Galleria e per i studenti di belle arti di tutte le nazioni. Donc on voit qu'ici, il y a cette idée d'abord de singularité de la qualité de l'œuvre. On a trié et on met les meilleurs au musée, d'une part. Ensuite, c'est nécessaire à la collection de la galerie parce qu'on a eu des séries et des comparaisons possibles. Et troisièmement, les étudiants de toutes les nations, donc les admirateurs et les étudiants, les visiteurs de toutes les nations pourront les visiter bien mieux, considère-t-on, c'est le sous-texte, qu'à Perugia où il faut aller, où ce n'est pas centré comme Rome. On retrouve dans tous ces moments de création de musées, que ce soit à Rome, que ce soit à Munich, que ce soit à Berlin, l'idée que la centralisation est un bien pour toutes les nations, de même que l'avait suggéré Paris. Toutes les nations devaient pouvoir profiter de Paris. Maintenant, toutes les nations vont pouvoir profiter du musée de Rome ou de Berlin ou de Munich. Et très vite, donc, pour achever ce moment sur Rome, très vite, dès 1820, va paraître un catalogue illustré des plus beaux tableaux situés dans l'appartement Borgia du Vatican, qui devient donc la Pinacothèque Vaticane que nous connaissons avec la transfiguration telle qu'elle est actuellement présentée au Vatican. Elle n'est plus dans les appartements Borgia, me semble-t-il. Non. D'ailleurs, les appartements Borgia, très vite, ont paru de mauvaise qualité. Elles ont déménagé dès les années 20 et elles sont aujourd'hui dans d'autres salles. Mais voilà présentées, ces œuvres qui avaient été donc prises dans différentes églises et dans différentes villes d'Italie par la France et qui reviennent à la Pinacothèque dans un musée public. Ça, c'était l'exemple le temps qu'il faut d'un temps rapide. Une très rapide réaction donc du pape et de ses équipes et des intellectuels qui le conseillent pour accueillir ces œuvres dans des musées publics. L'extrême inverse, c'est le cas de Berlin, sur lequel on va passer la deuxième partie donc, de cette séance. Le cas de Berlin, je vous le rappelle, qui se trouve donc d'abord à la périphérie de l'Europe, disons. À l'époque, Berlin ne se situe pas sur les routes des voyageurs. On n'a pas besoin de passer à Berlin quand on est anglais, par exemple. On n'a pas besoin de passer à Berlin pour descendre en Italie. Quand on fait son grand tour, quand les aristocrates font leur grand tour, ils descendent le long du Rhin. Donc les villes allemandes internationales, si on veut, ou cosmopolites, ou qui reçoivent des visiteurs étrangers, ce sont Düsseldorf, Koblenz, enfin ceux qui longent le Rhin. On va parfois jusqu'à Vienne en remontant d'Italie pour retourner en France quand on est un voyageur français. Donc Vienne et Dresde sont aussi traditionnellement au XVIIIe siècle plutôt sur les routes. Mais alors Berlin, qui est tout en haut là-bas près de l'actuelle Pologne, d'ailleurs c'est toujours la même chose aujourd'hui, non. C'est extrêmement excentré et Berlin ne fait pas partie de la géographie des visiteurs, d'une part, et d'autre part, on le disait, je le redis, ces œuvres donc n'avaient jamais été présentées en public. Elles étaient soit à Potsdam, vous vous souvenez que Potsdam est la deuxième capitale, la capitale d'été, la résidence d'été des rois de Prusse, elle se trouve là-bas dans le noir, ou dans le château de Berlin, au centre de Berlin, mais qui n'était pas un château public. Puis, vous vous souvenez qu'à leur retour, les œuvres ont été exposées dans cette exposition temporaire qu'on a étudiée la dernière fois, et s'est posée ensuite, à la fin de l'exposition, la question de savoir de ce qu'on allait faire de ces œuvres, puisqu'aucun musée n'existe à ce moment-là.
Elles ont été exposées, souvenez-vous, dans l'Académie des Beaux-Arts, qui était un lieu d'exposition, mais pour l'art contemporain, en fait. Et elles occupent ces salles de manière provisoire. Et au bout d'un moment, l'Académie des Arts a besoin, veut s'en débarrasser. La presse, à l'époque, vous vous souvenez, insiste sur le fait qu'on revoit, grâce à cette exposition, on voit ce que nous avions, disent les Berlinois, et que nous avions complètement oublié. Et il se lance, le même article que j'évoquais la dernière fois, et je n'avais pas évoqué ce passage, se lance dans une critique ouverte de, je cite, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, dont les collections étaient cachées dans des palais et des boudoirs, masse ostentatoire et frivole pour des courtisans ou des maîtresses volages et abreuvées de luxe. Donc vous êtes en 1815 à Berlin, c'est un commentaire sur une exposition de tableaux revenus de Paris, et tout d'un coup il y a un grand passage sur le luxe et la luxure de l'Ancien Régime en France, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Évidemment, là encore, le message, ce n'est pas du tout de faire un petit travail sur Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ou ce n'est pas non plus de féliciter la Révolution française d'avoir tout centralisé à Paris. Non, le message, c'est bien, attention, roi de Prusse, toi, tu es en train de récupérer des pièces ici, et si tu les remets, si tu les caches, toi aussi, comme l'avaient fait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, tu seras aussi un espèce de personnage volage, et que les temps ont passé, qu'on ne peut plus faire ça. C'est ça le message de ce texte, donc un texte qui prend la référence française pour agir sur la situation présente au 1815 à Berlin. Et dans ce contexte, je voudrais simplement dire quelque chose, préciser quelque chose que j'ai omis de dire la dernière fois et qui est extrêmement important. Vous vous souvenez de ce cycle de tableaux de la Passion de Cranach qui avait été pris dans le château de Berlin, transporté à Paris, puis restitué et remis dans un petit château, enfin après avoir été montré dans l'exposition, remis dans un petit château. J'avais oublié de dire quelque chose qui me paraît très important pour toute notre réflexion, c'est qu'à Paris, ces pièces, ce cycle n'avait jamais été montré au Louvre, mais que Dominique Vivant-Denon l'avait cédé à Notre-Dame. Vous voyez, donc des pièces qui étaient sorties d'un contexte du Palais des Rois de Prusse, d'un contexte dynastique, étaient arrivées à Paris avec cette rhétorique de la libération des arts, du musée public, etc., arrivées à Paris dans le surplus, dans le trop-plein de tableaux qui s'étaient accumulés à ce moment-là, et au bout de quelques années, Dominique Vivant-Denon et ses collègues au Louvre s'emploient à dispatcher le trop-plein, soit dans les musées de province créés à partir de 1802 par le décret Chaptal, soit dans les églises de la capitale, soit dans les palais à Malmaison, à Saint-Cloud, etc. Et de manière curieuse, en fait, ce cycle-là, qui n'avait jamais été dans une église au départ, s'est retrouvé à Paris dans une situation religieuse, à Notre-Dame, et quand il revient, il retourne dans un château, dans un pavillon de chasse. Donc, il faut toujours bien faire attention au genre de configuration dans lesquelles on se trouve. Mais ce qui m'importe ici, ce n'est pas donc ce cycle, c'était simplement une note en bas de page et je voulais compléter l'oubli de la dernière fois, mais bien le sort de ces tableaux donc après leur exposition. Vous vous souvenez que le tableau qui portait le numéro 1, on l'a étudié la dernière fois, c'était ce jugement dernier alors attribué à Van Eyck, avec toute la discussion sur « mais non, les Français n'ont rien compris, ça ne peut pas être un Van Eyck, c'est sûrement quelque chose d'autre, mais qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. » Vous le voyez ici dans son cadre d'origine à Danzig, mais Danzig étant devenue prussienne, ce tableau est présenté à Paris. Et je l'ai souvent cité, mais je ne vois pas comment faire autrement que de ne pas le reciter. Je l'ai dit dans les cours de l'année dernière et me semble-t-il même de l'année d'avant encore. À ce moment-là, ce tableau, qui joue un rôle extrêmement important, comme on l'a vu la dernière fois, va donner une interview à un journal. Et dans cette interview, à la fin de cette interview, donc il explique en parlant de lui-même que son séjour à Paris a été formidable, qu'il a pu se mesurer à d'autres tableaux, que avant personne ne le connaissait, maintenant tout le monde le connaît, qu'il est très content, etc. Et cet article finit par cette phrase extrêmement importante aussi dans tout le travail de pression. Évidemment, ce n'est pas le tableau qui parle, c'est un journaliste berlinois, un lettré berlinois, un savant berlinois qui lui met ces mots dans la bouche, et c'est donc l'opinion, c'est ce que veut obtenir l'intelligentsia, l'intelligence de Berlin. On lui met ces mots dans la bouche, donc moi, tableau de Danzig, exemple vivant d'une existence jusqu'ici hélas trop peu féconde, j'en appelle instamment à vous, c'est-à-dire aux Berlinois qui lisent le journal, pour que vous exhortiez votre roi à exposer ses trophées de guerre
dans un musée allemand et prussien afin qu'il contribue en temps de paix à raviver les arts. Donc le tableau lui-même dit, il faut mettre ces tableaux, les autres là qui sont exposés avec moi, il faut les mettre dans un musée. Il faut les mettre dans un musée allemand et prussien qui va permettre la régénération des arts et ne pas les remettre dans leurs églises, etc. Évidemment, ce tableau-là n'est pas resté, non pas évidemment d'ailleurs, mais après des tiraillements considérables entre Danzig, l'église de Danzig et le roi de Prusse, le tableau a fini par être restitué tout de suite en 1816 à Danzig et Berlin n'a pas pu le garder. L'argument des habitants de Danzig étant de dire si Berlin garde ces tableaux, il sera pire que Napoléon puisque ça nous a été en fait volé et c'est à nous de le récupérer. Et Berlin essaye de leur dire oh, on va vous donner autre chose en échange, une très belle copie d'un Raphaël qu'on a là, etc. Et bon, finalement, le tableau rentre, il va être équipé d'une plaque qui indique qu'il a été restitué par la magnanimité du roi de Prusse, etc., dans la même logique que les chevaux de Saint-Marc. Et il s'est retrouvé dans son église, dans l'église Sainte-Marie de Danzig. Et il est aujourd'hui au musée national à Danzig. Et dans l'église, on trouve une copie. Alors, à partir de ce moment-là, en 1815, où tout le monde se mobilise à Berlin pour essayer... Tout le monde. Oui, tout le monde. Et d'ailleurs, le roi est d'accord avec ce projet. Il n'y a pas d'opposition frontière de Frédéric Guillaume III, qui est un roi éclairé, et il est d'accord avec ce projet, mais les choses se mettent en place très lentement. Donc les années passent, il y a des discussions sur toutes sortes de sujets. L'un des grands sujets, c'est que la collection des rois de Prusse n'est pas d'assez bon niveau, que ce qu'il y avait dans la galerie de peinture de Potsdam et ce qui était dans le château n'était pas en assez grand nombre, donc on n'a pas assez d'œuvres et elles ne sont pas d'assez bon niveau. Et donc l'une des grandes réflexions qui va avoir lieu dans ces années-là, 1816, 1800, ça commence en 1815, ça s'arrête à peu près en 1822, c'est d'abord comment acquérir des collections entières qui vont nous permettre d'agrandir nos fonds, en quelque sorte, et non pas seulement comment les acquérir, avec quel argent, mais aussi quoi acquérir. Qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on veut acheter plutôt des collections d'art allemand anciens, Dürer, Cranach, Van Eyck, Memling, etc., qui seraient en quelque sorte une affirmation de l'identité allemande, ou est-ce qu'on choisit plutôt de continuer à collectionner les Italiens, etc. Et c'est extrêmement intéressant ici de voir que Berlin ne souhaite pas, le roi de Prusse ne souhaite pas spécialement acquérir des œuvres allemandes. Ça le met mal à l'aise, ce romantisme allemand, cette identification patriotique à la peinture allemande. Il y a une très grande collection sur le marché à ce moment-là, qui est la collection des frères Boisserret. Les frères Boisserret étaient deux frères de Sulpice et Melchior Boisserret, deux frères de la région rhénane. Et quand tous ces monastères, ces églises ont été supprimés au moment de l'occupation française, de nombreux tableaux se sont retrouvés, pas seulement au Louvre, mais aussi sur le marché de l'art. Et ces deux jeunes collectionneurs ont acquis une collection considérable. Et dans les années à partir de 1815, ils essayent de la vendre au roi de Prusse. Et ça ne marche pas. Le roi de Prusse, dans ses lettres particulières, dans ses conversations, ne veut pas de cet art. Il trouve ça même vulgairement. Enfin, il ne trouve pas que cet art est vulgaire, mais ça ne lui plaît pas l'identification patriotique à cet art. Il n'aime pas ce nationalisme des romantiques de son époque. Et il n'achète pas cette collection. En revanche, il se met à acheter en masse des peintres dits primitifs italiens, donc de la première période avant Raphaël de l'école italienne, et il va acheter notamment la collection d'un banquier britannique, Édouard Soli, en bloc, plusieurs centaines de tableaux où sont particulièrement représentés ses œuvres. Tandis que la collection de Boisserret, des frères Boisserret, va partir à Munich pour le musée qui va se créer à Munich, qui sera la Pinakothèque de Munich bien connue. Donc ce que je voulais vous montrer avec ce chiffre-là, c'est que les années passent. Un autre élément de réflexion, outre la collection elle-même et la manière de la faire agrandir, c'est la question de l'architecture d'un musée. C'est une des premières fois, donc on a évoqué Cassel, mais en Europe, la construction de musées qui doivent être des musées n'a pas été encore, n'est pas une pratique encore courante, et se met en place là encore une très grande réflexion sur quelle architecture voulons-nous donner à notre musée. Et vous allez voir que cette architecture, c'est finalement l'architecte Karl Friedrich Schinkel, le grand architecte néoclassique qui a tant apporté son empreinte à Berlin, qui va construire ce musée qui est d'une extraordinaire modernité,
Certains le comparent presque au Bauhaus, à cette simplicité architecturale un siècle plus tard. Vous allez voir dans un instant comment ce musée fonctionne. En tout cas, on a une longue discussion sur la manière donc, de construire l'enveloppe qui va abriter ces collections. L'autre collection acquise en 1815, c'est la grande collection Giustiniani, que le roi de Prusse achète à Paris aussi pour mettre dans son musée. Voilà, donc on arrive... on va plonger maintenant pour un instant dans l'ouverture de ce musée. On s'éloigne de nos années 1815, comme vous le voyez, on est déjà presque trop loin, mais je voulais aller jusqu'à l'ouverture du musée avec vous pour qu'on ait bien à l'esprit que tout ça dure souvent longtemps, non seulement de construire, de trouver les financements pour un musée, mais de savoir aussi comment on souhaite que ce musée fonctionne, s'il doit avoir un fonctionnement original par rapport à d'autres modèles. Et ce qui va se passer à Berlin est extrêmement original. On peut dire que c'est un musée extrêmement innovant, vous allez voir dans un instant pourquoi. Alors d'abord par son architecture, je vais y revenir dans un instant, mais il s'agit de deux cubes en quelque sorte, l'un sur l'autre, ce cube supérieur abritant en fait une rotonde. L'architecture de ce musée, voilà la rotonde, qui est inspirée directement du Panthéon à Rome, avec sa source de lumière ici verticale, zénitale. Vous voyez l'Adorant de Berlin derrière, dont nous avions fait connaissance dans la salle de Diane au musée Napoléon en 1807. Ici sont replacées donc plusieurs pièces qui étaient à Paris. Et l'idée architecturale ici, c'est l'idée qu'on retrouve dans de nombreux musées, y compris au musée Pio Clementino, qu'on entre dans un panthéon, dans un lieu de culte pour les arts, pour les dieux antiques, mais aussi et surtout pour les arts. Donc deux cubes l'un dans l'autre, à l'intérieur de ces cubes, une rotonde, et extrêmement intéressant, le plan de ce musée et la manière dont sont organisées les différentes écoles. Vous voyez qu'il n'y a pas un tracé pour le visiteur. Le visiteur entre ici, donc entre dans la rotonde, et puis ensuite a le choix entre... il a le choix. Ici, on est au premier étage, donc il faut imaginer qu'on rentre en bas. On arrive en haut et ensuite on a le choix entre aller, quand on est visiteur, de ce côté-ci, à gauche, ou du côté droit. Et ce choix est une forme de liberté. En quelque sorte, ce musée donne au visiteur la liberté de choisir s'il veut commencer par l'école italienne qui se trouve de ce côté-ci, ou plutôt par l'école nord-alpine avec Rembrandt. Ici, vous voyez Carracci, ici, vous voyez Rembrandt. Donc, on a d'un côté le nord des Alpes, en quelque sorte, et de l'autre côté, le sud des Alpes, et le visiteur peut décider. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces écoles. On ne dit pas que les Italiens sont mieux ou que les Flamands sont les plus importants. On met cela à égalité, et c'est extrêmement nouveau. Juste un autre élément de réflexion qui a été très important dans ces 15 années avant de... Enfin, en tout cas dans les années avant le début de la construction, ça a été la question de la localisation. Où est-ce qu'on met ce musée dans la ville ? Vous avez vu tout à l'heure sur le plan de Berlin que les collections étaient en partie à Potsdam, c'est-à-dire loin. Vous avez vu dans le cas de Munich que les collections étaient dans le Hofgartengalerie, c'est-à-dire un petit peu à l'extérieur du centre de Munich. À Vienne, la collection du Belvédère, c'est aussi un grand jardin à la périphérie de l'époque de Vienne, donc pas dans le centre. Et là, la logique va être tout à fait différente. On va dire, on décide d'installer le musée en plein centre de Berlin. Vous voyez ici le château des rois de Prusse, le Schloss, où étaient les tableaux initialement. Et c'est exactement en face du château que va être installé vous voyez ici écrit muséum, ce bloc avec ses deux cours intérieures qui... non, qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est des éclairages zénithaux, je pense. En tout cas, ce n'est pas des cours. Pardon, je vous dirai ça la prochaine fois. En tout cas, c'est exactement en face du pouvoir. Donc, nous avons le pouvoir, les arts, et sur la même place, l'église, la cathédrale, et les armes, l'arsenal. Et vous voyez que l'ensemble forme un carré. Vous avez le château du roi de Prusse, donc le pouvoir politique, l'église, le pouvoir religieux, les arts et les armes, l'arsenal. Et ça, mettre le musée dans cette constellation-là, c'est aussi une manière de donner une place, une place d'affaires d'État au musée. Le musée est au centre de la logique du pouvoir à partir de ce moment-là, et ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, puisque vous savez que le Humboldt Forum, qui va rouvrir en 2019, est réinstallé dans le château des rois de Prusse. Donc l'idée du lien très fort entre le pouvoir
et les arts, le musée, continuent. Je vous montre quelques réactions maintenant. Il va s'agir de 3 textes, dont un peu long. J'espère qu'on tiendra ensemble le coup. Je vous montre quelques réactions à l'ouverture de ce musée et le lien qui est fait entre les spoliations napoléoniennes, ou le moment de leur départ et le moment de leur retour. Le premier texte est celui d'un médecin danois, Magnus Pontin, ou suédois, nordique. C'est du suédois ? Je crois que c'est du suédois. C'est pas du danois, je sais pas. En tout cas, je l'ai traduit. Magnus Pontin est l'un des premiers visiteurs en 1830 du musée de Berlin et il a publié en 1830 donc, des remarques sur son voyage à Berlin. J'ai relevé simplement les phrases qui nous intéressent le plus. Donc, il vient à Berlin et note que le musée des Beaux-Arts, à propos du musée des Beaux-Arts, ce bâtiment a été créé comme un panthéon où les objets d'art dispersés et oubliés pendant la guerre ont été rassemblés à nouveau, ce qui permet de les apprécier et de leur rendre hommage. Donc, on est 15 ans après, mais il se souvient des guerres napoléoniennes, il se souvient des guerres de libération de 1813-1815, et il se souvient que dans ces années-là, les œuvres étaient dispersées dans toute l'Europe et que maintenant, elles vont être à nouveau dans un lieu digne d'elles, pour reprendre, si on veut, cette terminologie. Et par ailleurs, il écrit un peu plus loin, le musée des Beaux-Arts peut être considéré comme un monument du triomphe. Il écrit dans la traduction allemande Triumphbau. C'est comme si c'était un arc de triomphe, un lieu de triomphe militaire, après avoir gagné des avantages tant sur le champ de bataille que sur le plan des Lumières et de la culture. C'est-à-dire que le roi de Prusse a non seulement gagné contre Napoléon, mais il a gagné une bataille de la culture, en quelque sorte, en ouvrant son musée au public et en permettant à chacun de le visiter. Ici, donc, cette idée que ce bâtiment est, oui, on parle d'un arc de triomphe, on pourrait dire un musée de triomphe. Donc, quelque chose qui est intimement lié à la victoire sur les Français et sur Napoléon. La famille royale s'empressa également de lui confier les trésors qui jusqu'alors étaient dispersés en plusieurs endroits, au Palais Royal, à Potsdam, sans souci, Charlottenburg et ailleurs. Ici donc, juste pour l'avoir dit, même 15 ans après, on se souvient extrêmement bien du moment de la genèse, du moment séminal, du moment où ce musée est né. Il est né du retour des œuvres. S'il n'y avait pas eu leur départ et leur retour dans ces conditions, on n'aurait pas ce musée spectaculaire, le premier sur l'île des musées, qui ensuite va continuer de grandir jusqu'aux années 1904 et même jusqu'à aujourd'hui. Deuxième commentaire, celui d'Hippolyte Fortoul, un historien de l'art français qui est publié en 1841, mais qui se réfère à une visite antérieure, un ouvrage intitulé « De l'art en Allemagne », et dans le tome premier, Hippolyte Fortoul décrit le musée royal. Je vous lis ce passage. Le musée royal, élevé en 1824, attendez, regardez-le un grand coup avant. Voilà, on va voir puisqu'il décrit le bâtiment. C'est important pour nous de l'avoir dans l'œil. Le musée royal, élevé en 1824, révèle la volonté d'arriver aux mêmes effets, il compare avec un autre bâtiment, par l'opposition simple de 2 lignes fondamentales, ayant au dehors l'aspect d'un parallélogramme, dont tout concourt à accuser les 4 angles avec fermeté. Il vous suspend, aussitôt que vous avez monté l'escalier, au milieu d'une belle rotonde située au centre du monument et dont l'œil mesure facilement toutes les proportions. Ce cercle, inscrit dans ce carré, cause une agréable et vive surprise, dont la réflexion par malheur ne justifie pas complètement le plaisir. C'est ici que ça se gâte pour lui. Donc d'abord, et c'est ce qui est important, on est face à un effet de surprise. C'est un bâtiment qui est apparu aux contemporains extrêmement novateur. On entre dans quelque chose de très nouveau. On n'est jamais entré dans un bâtiment de ce genre-là, et surtout pas dans un musée, même quand on est français, même quand on est allé en Italie, même quand on a beaucoup voyagé, même quand on est historien de l'art. Alors, ce cercle inscrit dans ce carré cause une agréable et vive surprise, dont la réflexion par malheur ne justifie pas complètement le plaisir. Pour produire cette sorte d'antithèse, l'architecte a été contraint à aménager derrière le vaste portique placé sur la façade principale un second enfoncement nécessairement plus obscur qui lui permit d'atteindre jusqu'au point central de sa construction et à pratiquer dans cette autre ouverture un second escalier dont la porte colossale, au lieu de vous introduire sur un plancher digne d'elle, vous jette dans une petite galerie circulaire élevée à 30 pieds au-dessus du sol de la rotonde.
on a l'impression d'être face à un critique d'art ou un critique d'architecture qui a une sorte de vertige dans ce bâtiment. Il est content de l'effet produit, mais enfin, pour son corps ou pour sa manière d'appréhender avec ses mouvements ce bâtiment, c'est quelque chose qui ne marche pas très bien avec des effets de lumière et d'ombre. Il évoque donc en particulier cette galerie où quand on prend l'escalier comme il le décrit qui est à l'extérieur, on entre ensuite par cette porte-là et on se retrouve par surprise encore en haut. Et quand on lit cette description que je trouve très intéressante, on voit combien derrière tout ça, Karl Friedrich Schinkel, l'architecte, a pensé son bâtiment d'une manière extrêmement complexe. C'est pratiquement une idée transformée ici, comme souvent en architecture, mais plus particulièrement ici, transformée en espace, en Raum. Il continue, il se plaint beaucoup, comme si ce n'était pas assez du vice de cette principale entrée percée à un second étage, dans une sorte de tribune, la rotonde a encore le défaut de n'être point suffisamment motivée, puisque en bas comme en haut, elle ne sert que de passage. En bas, pour aller aux salles de sculpture, en haut, pour conduire à celles où les tableaux sont conservés. N'est-ce pas méconnaître profondément les lois les plus essentielles de l'architecture que d'employer ainsi ces formes à satisfaire une pure fantaisie du regard ? Ici, Fortoul considère que c'est trop abstrait, en tout cas, et que ça marche, la fonction ne marche pas, et il n'est pas le seul. Alors l'autre souci des visiteurs à cette époque-là, et en particulier des visiteurs français que j'ai retenus pour nous aujourd'hui, mais on trouve aussi dans ces années-là les premiers visiteurs des États-Unis, américains, qui viennent spécialement à Berlin voir le musée. Un autre souci, c'est évidemment que les visiteurs arrivés ici ne savent pas s'ils doivent aller à droite ou à gauche. Le suivant est... je regarde juste, Viardot, un voyageur et critique d'art français. On a 2 slides ici. Lui se plaint donc du parcours infligé aux visiteurs. Je vous le lis aussi. Maintenant, quel est l'ordre adopté pour le classement de ces 1200 cadres, donc 1200 tableaux, dans un édifice carré, dont la fin vient toucher le commencement, et qui est donc une galerie repliée sur elle-même? Il était tout aussi facile que dans une galerie droite d'adopter des divisions raisonnables, logiques, un ordre basé sur l'histoire et la chronologie, de placer à leur rang les écoles et les maîtres. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est une galerie, telle qu'on la connaît ici à Paris, par exemple, la Grande Galerie. Les choses bien dans l'ordre, et ça aurait marché même en carré, nous explique l'auteur. On s'en est bien gardé, cependant, et de toutes les personnes que j'ai consultées à cet égard, aucune n'a pu me fournir la moindre explication plausible sur la singulière classification qui a prévalu. Que l'on ait formé d'abord 2 grandes divisions, les écoles du Midi et les écoles du Nord. Rien de plus simple, de plus naturel, de plus indispensable. Mais pourquoi donc une 3e division venant après les autres, qui comprend les œuvres byzantines, puis celles de vieux Italiens de Venise, de Padoue, de Milan, parmi lesquelles se trouvent, je ne sais pourquoi, Pérugin et Raphaël, puis celles des teuto-flamands de Cologne? C'est mettre, comme on dit vulgairement, la charrue devant les bœufs, et finir par où l'on devait commencer, car cette 3e division réunit justement le début nécessaire des 2 autres. Alors, vous voyez à la réflexion de ce visiteur, où on peut imaginer que cet ordre n'a pas été du tout créé au hasard, mais qu'une commission, et à vrai dire même plusieurs commissions, entre 1815 et 1830 et l'ouverture, vont se casser la tête vraiment à réfléchir au meilleur ordre possible. L'un des plus importants acteurs de cette commission est Guillaume de Humboldt, le frère du grand aventurier Alexandre, et on a des piles de documents, d'échanges de lettres et autres qui nous expliquent pourquoi ce choix-là et pourquoi d'autres choix n'ont pas été retenus, etc. L'idée ici, c'est qu'on arrive aux pièces les plus importantes, c'est-à-dire que en fait, le visiteur fait l'effort, traverse 2 espaces géographiques des arts et arrive aux plus belles choses à la fin. Donc c'est évidemment pas une logique chronologique et c'est surtout pas une logique que les visiteurs européens connaissent, puisque soit ce qu'on connaissait avant, c'était les accrochages très serrés avec les tableaux touche-touche comme à la galerie de Dresde par exemple, ou bien les ordres chronologiques comme à la galerie de Vienne. Fin de ce texte de Louis Viardot sur les musées d'Allemagne. C'est à n'y rien comprendre. Et l'on pourra, j'imagine, renouveler bien des fois mes questions avant d'obtenir une réponse qui explique et justifie un si étrange arrangement. Puis, après un autre passage, ici recommencent mes perplexités.
Quel ordre adopter moi-même? Donc d'abord, il ne comprend rien au plan quand il l'a sous les yeux, et ensuite son problème, c'est lui-même quand il est dans les lieux. Quel ordre adopter moi-même? Comment diriger le visiteur dans la galerie de Berlin sans trop l'éloigner du placement matériel des cadres et sans trop le tromper sur l'histoire chronologique de l'art? Comment trouver un compromis entre ce qui est et ce qui devrait être, entre le désordre existant et l'ordre qui pourrait exister? En vérité, cela n'est pas facile. Et donc cette forme innovante qui est compliquée et qui oblige vraiment le visiteur à un travail. Tout n'est pas tout cuit en effet. Et les visiteurs le remarquent souvent, mais c'est aussi un grand plaisir de découverte et de travail intellectuel pour un grand nombre d'entre eux. À partir du moment où Berlin a son musée, donc à partir de 1830, la ville de Berlin entre dans la géographie du tourisme naissant au XIXe siècle. Et à partir de ce moment-là, vous le voyez par exemple à ce guide touristique Berlin et ses trésors en langue anglaise, avec le musée sur la page de couverture. À partir de ce moment-là, le musée va devenir l'emblème de Berlin. La porte de Brandebourg ne l'est pas encore. Donc à partir de ce moment-là, sur les guides touristiques en langue anglaise, en langue russe, en langue française, vous trouvez comme emblème ce musée qui est donc le résultat, en quelque sorte, le résultat décalé de nos questions de déplacement de patrimoine. Dernier clin d'œil, pratiquement même le jeune peintre Turner, William Turner, vient voir à Berlin le musée. On a conservé à la Tate à Londres ces carnets de dessin et vous voyez ici ce bâtiment qui est donc le musée, dessiné très finement au crayon dans les carnets de dessin du jeune Turner lors de son voyage dans son voyage en Allemagne qui le fait passer par Berlin pour aller ensuite à Dresde, avec la cathédrale ici, l'arsenal de l'autre côté, et la vue est prise du côté du château. Autre page un peu différente, l'arsenal, la cathédrale ici, d'où on est, le château, et puis ces deux blocs qui vraiment, j'imagine parfois que ça a dû faire sur le public à l'époque l'effet que nous a fait ici dans les années 70 le Centre Pompidou. C'était absolument incroyable. Maintenant, c'est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais le fait que de jeunes peintres comme Turner aient tant dessiné ce bâtiment, qu'il ait été tant décrit dans sa forme, dans son côté cube rotonde, est extrêmement intéressant. Et ensuite, en tout dernier, vous voyez ici de la main de Turner Gemälde Galerie, ici, et on voit l'escalier qui monte derrière les colonnades évoquées tout à l'heure. L'escalier qui monte et qui permet d'aller donc dans le premier étage de la rotonde. Et puis, mais là, je vais devoir vous frustrer puisqu'on est vraiment trop loin dans le 19e siècle. L'une des grandes visiteuses du musée de Berlin, c'est Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, qui est venue aussi avec son fils de Londres à Berlin au milieu des années 30 et qui a passé de très longues... Elle avait pris, comme elle dit elle-même, un hôtel très très près du musée. Elle a passé de très nombreuses heures dans ce musée à décrire notamment des tableaux, mais ça je le laisse à votre curiosité. On s'arrête là-dessus, il est l'heure d'ailleurs, et on se retrouve la prochaine fois pour la dernière séance qui s'intitulera Non-retour.